Télé 50, c'est l'actualité dans la totalité. JMK, le journaliste interplanétaire. L'un des meilleurs journalistes de l'Afrique et du monde entier. Jean-Marie Kassamba. Ici, on décrypte avec ou sans vous. JMK. Jean-Marie Kassamba, c'est toute la différence. Le fédéralisme en République démocratique du Congo, forces et faiblesses au contexte de notre pays. Monsieur Thierry Moukelekele, bonjour et bienvenue à vous. Bonjour et salutations à tous les Kinois qui m'ont manqué. Ça fait 5 mois que je n'étais pas à Kinshasa. Exactement, oui, tous les Kinois, mais également, on salue également tous les Congolais qui nous suivent de partout. On revient également sur la question de l'actualité aujourd'hui. Une autre, je dirais, problématique qui refait surface, un peu comme était la question du changement de la Constitution. Aujourd'hui, l'on parle du fédéralisme pour le compte de la République démocratique du Congo. Alors, dans le contexte actuel ou non, dans le contexte général de la République démocratique du Congo, de par sa position géostratégique, géopolitique, peut-on évoquer la question du fédéralisme? Bien, le fédéralisme en soi n'est pas diabolique. Le mal du Congo ou des Congolais, c'est de ne pas lire et de comprendre de quoi il s'agit. Ce n'est pas Olivier Kamitatu qui est créateur du fédéralisme. Lui, il a parlé en tant qu'homme politique, en tant qu'un scientifique. Oui. Il a évoqué la question du fédéralisme. D'ailleurs, dans votre introduction, vous parliez dans le contexte actuel de la République démocratique du Congo. De par la petite expérience que j'ai, Olivier Kamitatu est une figure des premières législatures après un conflit armé entre nous Congolais. Ils ont été du côté, d'ailleurs, depuis son père, du côté de l'unitarisme. Et nous avons évolué. Et Mobutu, Kabila père, Kabila fils, jusqu'aujourd'hui, c'est l'unitarisme qui continue à prôner, quoique notre constitution, elle est unitaro-fédéraliste. Mais est-ce que le fédéralisme vaut son pesant d'or aujourd'hui? À beaucoup de pourcentages, je dirais oui. Pourquoi je dirais oui? Voyez la question des Mobondo. Vous voyez la question de l'Est, ce sont des questions identitaires. Le phénomène Bakata Katanga, des questions identitaires et des conflits de succession des terres, des conflits tout genre. J'ai une expertise en matière de conflits. Et moi, je pense qu'aujourd'hui, le fédéralisme pourrait résoudre ces conflits-là. Parce que la constitution actuelle, c'est du fédéralisme, mais on n'a pas donné le nom à cette constitution, qu'elle soit un Congo fédéral. Donc, la Fédération du Congo ou la République fédérale du Congo. Parce que dans le fédéralisme, le pouvoir central gère concomitamment avec les pouvoirs déconcentrés. Ça dit que ça peut être la République qui a des républiques ou la République qui a des provinces comme aujourd'hui. C'est ça le fédéralisme. Non, mais dans le fédéralisme, il y a cette autonomie des provinces, ce qui n'est pas le cas pour la République démocratique du non. Congo. Que ce soit dans la gestion, au quotidien, on voit que très souvent, par exemple, je dirais que la question de rétrocession, la question de rendre compte, à chaque fois on se dit, ce ne sont pas des États carrément. Madame, je pense que Olivier Kamitatu, en poussant loin sa réflexion, est tombé dans ce que vous dites. Je vais vous donner un exemple. Les entités territoriales décentralisées. Moi, je viens du Grand Katanga. J'ai été sur les enquêtes en ce qui concerne le conflit
entre les ETD, c'est-à-dire la chefferie de Bassanga et la commune de Likasi. Mais le patron des terres, ça dit que le chef des terres, c'est le chef Sanga, le Moulo Pwempande. La ville se trouve sur ces terres. Les ETD font que la chefferie devienne une entité territoriale décentralisée, ainsi que la ville de Likasi. Mais la commune va jusqu'à empiéter sur ces ETD. Or, quand vous revenez sur cette question-là, elle est résolue dans la Constitution. Mais elle n'est pas efficace parce que la Constitution se veut encore unitaire, comme vous parlez de la rétrocession. Kinshasa veut tout résoudre. Ce problème-là, même le ministre provincial du Haut-Katanga pouvait résoudre, oui. On revient carrément à la case départ où l'on disait que la Constitution en soi n'est pas mauvaise, mais c'est l'applicabilité qui pose problème. Tout à fait. C'est cet appétit glouton, de fois par exemple, sur la question des rétrocessions aujourd'hui. Tout à fait. Parce que si on prend par exemple la question des États fédéraux, ça voudrait dire que Kinshasa, chacun doit arriver à produire, alors que nous savons tous dans la configuration aujourd'hui de la République démocratique du Congo, nous avons des provinces extrêmement pauvres et nous avons des provinces extrêmement riches. Et dans cette question de l'unitarisme, l'on voudrait que l'on puisse récupérer le fonds et faire une répartition de manière équitable pour chercher à résoudre la question de l'équilibre. Madame, un peu comme la pensée des gouverneurs ressortissants des provinces a été faite. Oui. Mais malheureusement, ça a été déformé dans l'applicabilité par les politiques. Je suis d'accord, et c'est pourquoi je commençais par malheureusement. Mais tandis que le fédéralisme, dans le mécanisme constitutionnel d'un Congo fédéral, ce qui nous arrive aujourd'hui ne nous arrivera pas. Parce que, à 2 paliers, les lois seront respectées. Mais dans cette constitution, quand vous lisez depuis les articles 202, 200 même, vous commencez à descendre, vous comprendrez ce qu'on appelle la séparation des compétences entre le pouvoir central et les pouvoirs déconcentrés. Ici, nous n'arrivons pas à le faire parce que l'esprit de Kinshasa est encore l'esprit de l'unitarisme concentré. Parce que cet unitarisme déconcentré que nous avons, ça apparente au fédéralisme. Mais les gens ont peur. Quand on parle du fédéralisme, directement les projecteurs sont sur le Katanga. Oubliant que la sécession katangaise n'a rien à voir avec le fédéralisme. Non, la crainte, disons-le, c'est que le Katanga, dans sa configuration ancienne, se retrouve avec beaucoup de moyens et peut devenir en soi une puissance qui pourrait aussi déranger l'autre. Non, le Katanga... Qui pourrait déranger même le gouvernement Madame, central. le Katanga a toujours été une puissance, malgré fragilisée. Ça a toujours été une puissance, on ne peut même pas en débattre. Mais aujourd'hui, ceux qui étaient unitaristes pensent appuyer le fédéralisme parce que, comme Olivier Kamitatou, depuis son père jusqu'à lui, il a compris que ça pose un problème. Pourquoi ne pas tenter le fédéralisme? Souvenez-vous, madame, Kyungu Akumwanza, Charles Mwando, ce sont des fédéralistes. Avec l'UNAFEC, l'ANADEF, le FENADEC, et puis le PERI de Ngouza Karlibond, c'est devenu l'UFERI, aujourd'hui l'UNAFEC. Ce sont des partis ultra-fédéralistes. Mais, pour le besoin de la cause, ils avaient appuyé l'unitarisme. Pendant tout le règne de Joseph Kabila, les fédéralistes ont appuyé l'unitarisme. Ça n'a pas posé de problème. Si aujourd'hui les Kamitatou pensent appuyer les fédéralistes pour que le Congo soit un Congo fédéral, je ne vois pas de problème. Mais justement, on revient carrément dans le contexte. Parce qu'il faudrait parler du fédéralisme, oui, c'est bien beau, mais le contextualiser par rapport à la République démocratique du Congo. La particularité de la RDC, c'est avoir autant de provinces. Ça veut dire qu'il y a ces provinces qui ont déjà une ouverture vers l'extérieur. Il y a ces provinces qui sont enclavées. Quand je dis enclavées, c'est refermées sur elles-mêmes. Et ce sont des multiples problèmes qui peuvent aujourd'hui créer cette, je dirais, ce déséquilibre à l'intérieur du pays. Non, madame. Comment arriver à vouloir parler fédéralisme en gardant l'esprit d'unité et d'État-nation?
Alors, madame, comment parler des zones de libre-échange entre les pays de l'Afrique et que nous soyons incapables d'avoir des zones de libre-échange entre nous-mêmes, Congolais, avec des États fédérés? Donc c'est un faux fouillant sur lequel les gens se basent. Kinshasa a toujours le droit à 60% et les provinces à 40% des retenues à la source. Ça dit que ça peut se répercuter sur la prochaine constitution. Mais quand nous entrons dans la constitution de Tshombe, celle de Luluabourg, parce qu'on parlait de Moïse Tshombe, mais cette constitution n'avait pas été appliquée malheureusement, mais les États fédérés étaient équilibrés. Il n'y avait même pas de quoi avoir peur. Aujourd'hui, madame, je vous dis que le phénomène Mobondo, les problèmes identitaires dans l'Est du pays, risqueraient de continuer à se poser si nous ne réfléchissons pas plus loin. Tout à l'heure, avant que je ne monte sur votre plateau, on m'a envoyé des images, je crois, de Kolwezi, où une société est en train de malmener les populations, qui déplacent ou qui déplacerait 11 villages, madame. Mais Kinshasa n'est pas au courant. Et sur place, la société, elle est, ordonnée par Kinshasa. Et le gouverneur, localement, ne peut pas intervenir. Vous comprenez? Mais si nous sommes dans des États fédérés, il y a des questions qui peuvent trouver des solutions faciles, comme ce genre de questions de Kamoa ou de Bassanga. Ou l'inverse également, parce que le contexte actuel de la République démocratique du Congo, il faudrait dire que l'histoire aussi doit nous renseigner. Déjà qu'aujourd'hui, l'on revient sur la question des difficultés des dirigeants des provinces à gérer équitablement les provinces. Pensez-vous aujourd'hui qu'en devenant un État fédéral, il y aura cette liberté d'esprit, il y aura cette liberté d'expression, il y aura cette liberté dans l'agir même des gens, parce que la configuration des États fédéraux, c'est différent. À un moment donné, les provinciaux peuvent se plaindre pour que Kinshasa puisse réagir. Ça veut dire qu'il y a des situations qui peuvent dépasser ou encore dépasser la province. On peut faire recours à Kinshasa, au gouvernement central. Alors qu'un État fédéral, ça veut dire que vous avez vos lois, vous savez gérer vos histoires, vous savez avoir vos problèmes à vous. Oui. Et dans le contexte actuel de la République démocratique du Congo, ne pensez-vous pas que cela pourrait créer des demi-dieux encore dans les provinces? Non, non madame, il n'y a aucun demi-dieu. Aujourd'hui, la Constitution nous pose problème depuis 2006 jusqu'à ce jour. Justement, c'est à cause de la question que vous soulevez. Kinshasa continue à se comporter comme un grand-parent, alors que la Constitution actuelle ne prévoit plus ça. C'est parce que les lois de cette Constitution unitaro-fédérale sont fragiles. Mais de par le fédéralisme, les lois au niveau fédéral ont une certaine suprématie sur les lois au niveau des États fédérés. Mais au niveau des États fédérés, il y a certaines lois qui donnent lieu à garder une certaine autonomie dans la gestion. Mais par exemple, l'armée nationale, c'est l'État fédéral qui gérerait cette armée-là. La police nationale, les services de sécurité, c'est toujours l'État fédéral qui gérerait. Donc, en cas de calamité, dans un État fédéré, l'intervention viendrait de l'État fédéral, qui demanderait au secours à d'autres nations. Ce n'est pas un État fédéré qui appellerait un autre État ou une république. Non, nous avons les États-Unis d'Amérique. Ça fait 2 siècles que les États-Unis d'Amérique fonctionnent avec le fédéralisme et tout va. Mais tout est question d'abord de la rigueur. Tout est question de la justice, oui. Tout est question d'un suivi assez régulier dans le concept de la République démocratique du Congo. Déjà, lorsqu'on parle de la configuration actuelle, on a quand même du mal à gérer de fois le fin fond de la République démocratique du Congo, tellement le pays est grand. Il y a ces problèmes qui échappent également à un moment donné au contrôle. On se dit aujourd'hui, est-ce que appeler un État fédéral politiquement,
et dans les contextes actuels de la République démocratique du Congo, avec la crise sécuritaire qui bat son plein dans la partie est de la RDC aujourd'hui, pouvons-nous vouloir avoir un État fédéral maintenant? Et pourquoi cette question surgit maintenant alors qu'il n'y a pas très longtemps, le pouvoir en place a évoqué la question de la révision de la Constitution? Étant donné que cette matière fait partie de la Constitution, qu'est-ce qui a milité pour que l'opposition, qui hier refusait carrément ce changement de la Constitution, veuille aujourd'hui revenir sur ce changement de la Constitution en évoquant la question du fédéralisme en République démocratique du Congo? Heureusement que Olivier Kamitatu est du Bandundu. Si Kamitatu était Christian Mwando du Katanga, ce langage que vous tenez n'aurait pas eu lieu. Mais non, non, on aurait déjà attaqué que c'est la sécession. C'est là où justement les politiques également estiment que Kamitatu a été le mieux choisi pour évoquer cette question, d'autant plus et qu'il est du Bandundu et qui malheureusement pour lui, il représente Moïse Katumbi qui est du Grand des Espaces Grand Katanga. Madame, voilà, c'est-à-dire que ceux-là qui voulaient le changement de la Constitution, les gens de Centre Nganda, devraient être heureux d'avoir maintenant un interlocuteur fédéraliste qui n'est pas du Katanga, qui est du Bandundu, pour discuter sur ce changement. Parce que certains ont même évoqué d'aller dans la 4e République. Cette 4e République, nous irons dans quel mode de gestion? Mais justement, c'est là où le bas blesse, parce que les changements voulus est très souvent subjectif aujourd'hui, si on doit analyser politiquement. C'est parce que Olivier Kamitatu, qui est ensemble avec Moïse Katumbi, évoque cette question, d'où c'est qui nous ramène dans le contexte actuel de la République démocratique du Congo, où on estime que l'espace Grand Katanga est en train de vouloir chercher à être autonome à sa manière. Non, mais avec Olivier Kamitatu, comment est-ce que l'espace Grand Katanga va chercher à être autonome? Il faudrait qu'on comprenne. Moïse Katumbi n'est pas de la lignée de Tshombe. Joseph Kabila n'est pas de la lignée de Tshombe. Pasteur Mulunda, beaucoup ne sont pas de la lignée de Tshombe. Beaucoup sont de la lignée de Jason Sendwe, qui était de Mouzé Kabila, qui était lumumbiste nationaliste. Et les lumumbistes prônaient l'unitarisme. Les Tshombe ont travaillé avec les Lumumba parce qu'ils se sont retrouvés dans une coalition où on devait sauver le Congo pendant l'indépendance. Et on a essayé de donner le pouvoir à Lumumba et de donner le pouvoir à Kasavubu. Mais tous, c'était des unitaristes. Mais je chute, madame. Oui. Kalonji Mulopwe, dit Ditunga, c'est un fédéraliste. Quand il a créé la sécession de Bakwanga, c'était en appui avec Tshombe. Parce que dans le gouvernement de Tshombe, il y avait un représentant du Kasaï, de Kalonji Mulopwe, qui est Cléophas Moukeba. Il ne se posait pas de problème pendant cette sécession-là. Mais quand les Blancs ont compris que les choses risquaient de s'affirmer, les Blancs sont rentrés pour neutraliser Tshombe dans le Katanga et revenir. Mais madame, après que Tshombe soit neutralisé, les Congolais doivent se rappeler que c'est Tshombe qui a réunifié le pays. De juillet 1964 à septembre 1965. C'est Tshombe qui a réunifié le pays, autrefois sécessionniste. Mais dès lors que Tshombe a réunifié le pays, et que en août 1964, Tshombe nous a proposé la constitution dite de Loulouabour, une constitution d'un Congo fédéral. C'est là que Mobutu va encore jouer contre Tshombe, et Tshombe va repartir en exil. Et de là, Mobutu a fait taire cette constitution jusqu'à ce jour. Mais, madame, Mobutu, quand il a commencé, quoique il a concentré les pouvoirs, regardez de la manière dont il gérait. Il y avait un genre de fédéralisme dans sa gestion. Quand maintenant, le président de la République, Félix Tshisekedi également, a évoqué cette question. Vous parlez par exemple de la question de la province de non-originaires. Oui. Avec l'exemple de Mobutu, oui, où l'on pouvait avoir des dirigeants de telle qui dirigeaient telle autre province, question de fédérer, pas dans le fédéralisme, de réunir justement toutes les tendances aujourd'hui pour faire taire la question du tribalisme ou encore de originaire de, ressortissant de.
Ça, c'est politique. Parce que Oui. l'on se rend compte que finalement, les provinces des originaires n'ont fait qu'accentuer le tribalisme en soi. Madame, là, il y a deux paliers. Aucune province des originaires n'a fait qu'accentuer le tribalisme. Mais les politiques ont manipulé leur présence dans des provinces. Je vous donne un exemple, peut-être qui peut fâcher. Quand vous êtes dans le Katanga, vous trouverez facilement un Chibangu, un Kazadi, un Kabeya, au niveau des institutions. Mais quand vous êtes dans l'espace Kasaï, il n'y a jamais un seul Mouila, jamais un seul Mofia, jamais. Il n'y a pas que dans le Kasaï, il y a aussi dans J'en viens, madame, j'en viens. Pourquoi les gens se réfèrent souvent seulement sur le Katanga, pendant que dans le Katanga, tout le monde y travaille? Et pourquoi les gens ont peur? Le fédéralisme n'a rien à voir avec ce que vous venez d'évoquer. Ça c'est lié au conflit identitaire, comme dans la partie est du pays. Et beaucoup de gens sont dans la confusion. Je suis arrivé hier à Kinshasa. Quand les gens du Katanga m'appellent, ils disent « Moanakin, c'est comment là-bas ?» Je dis « Non, ça va. » Mais ici à Kinshasa, on me dira « Outi wapi, na outi Katanga ». Ça ne me gêne pas. Vous comprenez, madame? Donc, quand vous venez chez nous au Katanga, on dira Boutela la Katangaise. Ce n'est pas que vous êtes originaire de là, ou votre tribu devient le Katanga. Non. Ça dit que quand nous sommes à Kinshasa, on est tous Kinois. Libanais, Pakistanais, Indo, Chinois, oui. On est Kinois. Monsieur Yang de la Chine, il est Kinois ici. Parce qu'il est géré par Mbumba, le gouverneur. Nous respectons Mbumba. Nous ne respectons pas le gouverneur de la Chine chez Mbumba. Ça dit que nous devons bien éduquer les Congolais, disant que quelques lieux de la République démocratique du Congo, aujourd'hui ou demain un Congo fédéral, ça ne gênerait pas que vous puissiez travailler dans toute liberté. N'ayons pas peur de mots. Je rappelle à tout le monde. Mais la peur, c'est pas au niveau des mots, c'est au niveau du jeu politique. C'est au niveau des intentions cachées des politiques. Parce que, c'est vrai, autant on le reprocherait à l'UDPS qui a voulu évoquer la question du changement de la Constitution pour chercher à arroger un nouveau mandat au président de la République. Autant, on estimerait également que cette question qui est du fédéralisme cache quelque chose. C'est humain et permettez justement aux Congolais d'y réfléchir et de le dire quand même. Parce qu'aujourd'hui, pourquoi c'est pas sorti du Bandung? Mais Olivier Kamita, pourquoi ce n'est pas sorti? C'est un Bandung maquillé. Et il a déclaré même pas au Katanga, il est en dehors du pays. Voilà, donc aujourd'hui, pourquoi cette question du fédéralisme, lorsqu'on en parle, l'on a toujours tendance à vouloir faire référence au Grand Katanga? Parce qu'on connaît mal le Katanga. Madame, je parle souvent de Kanona. Kanona, c'est un village qui se trouve à Likasi. Mais quand vous rentrez dans l'histoire, c'est Likasi qui se trouve sur les terres de Kanona, le chef de cette entité. Aujourd'hui, ce village a une grande partie qui est devenue un quartier. Mais je suis allé jusqu'à voir les enfants du chef. Ils m'ont dit que l'État congolais ne leur a jamais demandé la cession. C'est parce que les gens ont commencé à construire dans le village des maisons. Mais il y a tout un ministère des Affaires coutumières, non? Effectivement, mais ce ministère, beaucoup de gens ne connaissent pas. Tout un ministère qui devrait se charger de toutes ces questions, des conflits interethniques. Ça ne se passe pas. Les responsables de terre, aujourd'hui, parce que c'est vrai, c'est la même question qui se pose très souvent ici à Kinshasa avec les Tékés qui estiment que vous avez envahi nos terres et puis, au-delà de tout, vous avez créé des institutions et sans faire référence à la communauté Téké. Voilà, madame. Quand nous allons, comment on appelle,
le quartier de Jekoko, le nom vient de m'échapper. Kingaboa. Kingaboa. Ce sont les terres de Bakusu, je crois. Mais quand vous voyez les Bakusu et Jekoko Mulumba, ils disent que c'est leur enfant. Parce que Jekoko a compris quelque chose. Il fait comme les Bakusu. Il agit comme les gens Calvin Bouesso. Jekoko Mulumba. On ne vous dira jamais à Kingaboa que Jekoko vient du Kasaï. Non. Ça dit que quand quelqu'un se comporte comme les locaux, on le porte. Et il peut porter sa vision et tout et tout. Personne ne lui demandera d'où tu viens. Mais le mal de plusieurs politiques congolais, ils n'agissent pas comme Jekoko. Ils viennent en conquérant. Et même la Constitution ne vous substitue pas en conquérant sur les terres. Parce que même les Blancs, madame, quand ils sont arrivés, Mais est-ce que ils se référaient au chef des terres. Est-ce que ça devrait être des lois édictées ou, je dirais, de la bonne conscience? De la bonne conscience, oui. En plus, la loi sur le code minier que Kabila nous a laissé protège tout ça. Mais l'application de cette loi, c'est ce qui pose problème, madame. Quand je vous parle de Kamoa qui est en train de faire des histoires contre les populations, ça dit qu'un kidam qui est dans le monde, en Chine, avec sa tablette, il voit Kambove, ou il voit Kolwezi, ou il voit Muchacha, le cuivre apparaît sur sa tablette, il ne va pas à Kamoa, il ne va pas dans la chefferie Mpande, il vient à Kinshasa. Il dit que je vais acheter ici. Mais il ne sait pas que là où il veut acheter, il y a des gens qui y vivent. Madame, je chute. Quand ils arrivent là, on dit que non, vous les villageois, déplacez-vous, allez chercher un autre endroit. Nous allons vous donner autant d'argent. Mais au finish, c'est Kinshasa qui bouffe l'argent de ces villageois-là, et les villageois ne quittent pas. Et dès lors que Kinshasa veut dribbler les gens, on crée qu'il y a des Bakatakatanga, et on va chasser les villageois. S'ils résistent, on tire sur eux, on les amène en dolo, on dit que ce sont des Bakatakatanga. C'est un problème, je disais, qui devait être résolu. Ce n'est pas un problème du fédéralisme. C'est un problème, madame. Mais c'est un problème de gestion. Oui, mais si Kinshasa, au loin, peut vendre des terres... Qui peut être résolu. Comment ça, madame? Qui peut être résolu, parce qu'aujourd'hui, c'est vrai, si Kinshasa arrive à vendre les espaces, et qu'il vient, et que l'on respecte la procédure, comme vous l'avez dit, par exemple, avec Jekoko Mulumba, oui, ça ne poserait pas de problème. Ça ne poserait pas de problème. Justement, donc alors, ce n'est pas impossible, dans la configuration actuelle, de résoudre ce problème-là. C'est plutôt un problème d'hommes qui veulent... Les gens ne doivent pas craindre... Les gens ne doivent pas craindre le terme fédéralisme. Nous allons vous poser des problèmes réels, madame, qui pousseraient que nous allions d'abord tenter le fédéralisme. Aujourd'hui, la ville de Lubumbashi a une commune qu'on appelle commune annexe. Elle devient incontrôlée. Comme quand vous êtes vers les Maluku, hein, au-delà. Ça devient des espaces incontrôlés par la ville. Voyez-vous, nous avons 24 communes. Mais la 24e commune a quel espace? Elle absorbe même 2-3 communes. La 24e commune commence à avoir la dimension de Tchangou, tout un district. La 24e commune. Mais l'autorité ne vérifie pas. Tandis que dans le fédéralisme, l'autorité provinciale et dans les ETD, l'autorité locale saura qu'il y a des gens qui sont en train d'arracher les terres des chefs des terres, qu'il y a des gens qui sont en train de prendre des terres sans que l'administration nationale ne s'en saisisse. Les gouverneurs ont des compétences, je crois, si on va au-delà de 20 hectares ou 40 hectares, je viens d'oublier la loi, mais il y a des bourgmestres, comme celui de la commune de Likasi, qui s'arrogent le droit d'entrer sur les terres du chef. Moi, je viens de là. Et il y a même un opérateur économique qui a acheté plus de 2 kilomètres qui ne se retrouve pas dans la commune de Likasi, mais
il a payé à la commune de Likasi, non pas à la chefferie qui est une entité territoriale décentralisée. C'est un problème qui ne se retrouve pas que dans l'espace Katanga. Non. Ça se retrouve dans plusieurs provinces. Dans plusieurs provinces. La République démocratique du Congo. Tout à fait. Et surtout dans certaines provinces. Dans la sécurité. On a parlé des Mobondo. Où l'on retrouve par exemple des villages carrément depeuplés parce que les gens sont carrément partis, touchent à la recherche du bonheur vers Kinshasa, vers les villes-provinces. Les capitales des provinces, on se retrouve avec des villages un peu dépeuplés. Et de ce côté-là également, il se passe par exemple à l'Équateur, il se passe des endroits où il y a des Chinois qui viennent acheter des terres, alors que ces terres appartiennent, sont connues que c'est les terres de X de telle famille, les terres de Y famille. Oui. Et ils s'arrangent cela parce que tout simplement, il y a plus beaucoup de gens ou encore les personnes qui sont restées sont restées vieux. La distance dans la gestion et les gestionnaires qu'on place. Nous, on avait proposé au président de la République que pour résoudre la question sécuritaire, affaire Mobondo, Kamwina Sapou et tout, parce que dans le Kasaï, vous avez les Bena et les Bakwa qui se font la guerre à tout moment. Parce qu'au fond, les Bena sont propriétaires des terres. Les Bakwa sont ces personnes qui sont venues épouser chez les Bena ou se faire épouser chez les Bena. Okay. Mais à un moment donné, les Bakwa commencent à se comporter comme les Bena. Et ça crée des problèmes. Voyez-vous? C'est ça l'histoire des Teke et Yaka. Parce qu'on dit que les Teke ont reçu les Yaka. Mais à un moment, les Yaka commencent à se comporter comme propriétaires des terres. Ça crée ce genre de problème. Quand vous allez à l'Est, ceux-là qui sont venus, ils sont à la 6e génération, qu'on a appelé les Benamulenge. Bena, c'est-à-dire propriétaire du mont Mulenge. Il y a quelqu'un qui a cédé ce mont que nous vous approchons habiter ici. Mais ces gens qui ont commencé à habiter là-bas sont à la 6e génération. Ils sont différents de ceux-là qu'on appelle les Tutsis congolais. Les Tutsis congolais sont à la 4e génération. Donc il est aberrant aujourd'hui qu'un Congolais dans sa tête pense que 6 générations après, vous pouvez chasser les Benamulenge. 4 générations après, les Bitakwira et tous ces gens-là peuvent chasser les Tutsis congolais. C'est faux. On détourne l'attention du chef de l'État. Ce sont des questions identitaires sur lesquelles les Tutsis congolais savent que nous sommes du Congo, l'autre Tutsi est du Rwanda. Les Benamulenge savent que ça, ce sont des Tutsis qui sont venus après nous. Et ça, ce sont des Hutus du Congo. Mais ça, ce sont des Hutus qui sont venus avec les Interahamwe, mais ils sont à la 2e génération. Madame, la cartographie du Congo, nous n'avons pas été à l'Est, mais nous avons une idée sur ce qui se passe sur le système de gestion. Le président de la République, à mon humble avis, dans la fin de son mandat, offrirait mieux aux Congolais que de lui changer un mode de gestion et qu'on discute si réellement le fédéralisme peut passer. Il ne faudrait pas avoir peur. La guerre à l'Est, c'est la peur des mots, de l'identité du Tutsi. Il est à la 4e génération, madame. Eux, ils atteignent plus de 2 millions. Mais aujourd'hui, justement... Je chute. Les Benamulenge sont au-delà de 4 millions au Congo et dans le monde. Cela reviendrait au même quand vous parlez des Teke et des Yaka. Oui. C'est bien que les Yaka viennent et qu'ils soient plus nombreux, ils ne sont pas propriétaires de terres. Tout à fait. C'est ça, justement, le vrai problème. Le vrai problème, c'est le venant qui veulent s'approprier les terres. C'est ça le problème. Et les venants n'admettent pas... Et aujourd'hui, quand on vous dit vous êtes venant, ça pose problème. Vous vous sentez frustré alors que... C'est ça le problème, alors madame. Que l'histoire nous renseigne que vous êtes quand la Belgique, avec les autres, ont commencé à sillonner l'Afrique, ils ont trouvé des peuples qui s'organisaient. Nous, les Baluba, ou nous, les Luba, nous sommes du Katanga. Tous. Alors, il y a les Luba qui sont partis des Kabongo. Dans leur naissance, ils se sont retrouvés à la rivière Kasaï, à la rivière Lubumbashi, au Sankuru et tout et tout. C'est comme ça que les Blancs, quand ils les trouvent, ils disent « Vous êtes qui ?» Ils disent « Nous sommes les Baluba ». Et les Blancs disent « Vous êtes les Baluba du Kasaï », selon la rivière. Vous êtes des Baluba de Lubumbashi.
Vous êtes les Baluba du Sankourou, vous avez maintenant les Tétés là et les autres. Mais quand vous allez au Bas-Congo, les Bas-Congo sont les Congo, les nés-Congo, qui ont cédé des terres aux Baluba qui sont venus et ils se sont mariés. C'est pourquoi on les appelle les Bas-Congo. Quand vous venez ici à Kinshasa, vous trouverez des Baluba qui se sont mariés ou qu'on a épousés ou qui ont travaillé. Voyez-vous, madame, vous allez même en Angola, même ici au Congo-Brazza, les Baluba sont là. Les Baluba se sont éparpillés même dans le, comment on appelle, le Maniema. Nous trouverons les Bahemba qui sont arrière petits-enfants des Baluba et des Ema. Vous comprenez, madame? Mais si nous refusons de connaître notre histoire, les Basonge, voilà. Les Songe viennent du chef Songe de la Zambie actuelle. Le chef Songe avait un enfant mal turbulent. Il va voir le chef Nkongolo Mwamba, un Moulouba, au Kasaï. Il lui dit que non, mon fils est turbulent. Kongolo Mwamba prend cet enfant, donne sa fille, et il lui donne les terres de Kabinda. C'est pourquoi on appelle les Basonge. Ce sont les Baluba qui se sont épousés avec les chefs Song. Est-ce que nous allons pointer les Basonge aujourd'hui qui sont des Zambiens? Donc ce sont des faux débats. C'est le manque de connaissance de notre propre histoire. Les Sanga sont là. Les Basanga, c'est un mélange entre les Baluba et les Sanga, les Bemba qui sont venus de la Zambie, les Kaonde qui sont venus sur les terres du chef Mpande. Et le chef Mpande qui avait accueilli le père de Moussiri Ier, Ngelengwa, et Ngelengwa qui a laissé un enfant qui est protégé par Pande, et ils ont fait des enfants. Et voilà aujourd'hui que les Moussiri sont des Sanga. J'entends souvent qu'on attaque les Moussiri que ce sont des Tanzaniens. Non, ce sont des Sanga. Réellement, il y a des gens qui sont venus de Zanzibar, de la Tanzanie, mais quand vous remontez l'histoire des Sanga, le roi actuel de Yeke, c'est un Sanga 100%. Mais justement, ça c'est l'histoire. Tout à fait. Mais dans cette histoire, il y a également l'État congolais au travers de la Constitution qui détermine les choses. Oui. Un peu comme la question du fédéralisme aujourd'hui. Si la RDC aujourd'hui dit que bon, ok, on est un État fédéral, on va se conformer à cet État fédéral. Tout à fait. Si on dit on est un État unitariste, on va se conformer à cela. Mais également, cette histoire de la République démocratique du Congo nous renseigne aujourd'hui qu'il est mieux de parler d'État-nation, qui veut dire on met en place cette unité parce que l'on se rend compte qu'avec notre diversité culturelle, si l'on devrait chacun aller dans son coin, ce sera très compliqué. C'est impossible, madame. C'est impossible. Ce sera très compliqué. C'est impossible. Donc, aujourd'hui, vous êtes d'accord avec moi que si l'on veut réellement faire avancer les choses, c'est par l'unité en République démocratique du Congo. Surtout, madame, le respect. Je vous ai donné l'exemple de Jekoko Mulumba. Je vous donne un autre exemple d'un Kabea qui vit à Kasumbalesa, sur les terres du chef Kombo. Quand il y a eu des problèmes, un petit groupe d'individus qui se disaient être Kassaya à Kasumbalesa, le chef Kombo a fait traditionnellement ses gris-gris. Ça a commencé à affecter les venants. Quand Kabea est allé chez chef Kombo lui a dit ceci, en Swahili. Weye uku Kabea wa hapa, uku mutoto tunazala hapa. Toi tu es Kabea d'ici. Tu es un enfant que nous avons vu naître ici. Rien ne t'arrivera à toi et à ta famille. Parce que tu respectes la culture et les rituels. Vous comprenez, madame? Et comment associer la culture et le rituel à la modernité aujourd'hui? Dans parce le que, respect. Quand la Constitution dit tout Congolais est chez lui partout où il se retrouve, alors qu'il se retrouve sur les terres congolaises. Mais la Constitution ne donne pas le droit à un Congolais d'habiter partout et ne pas respecter les propriétaires des terres. C'est ceux-là que moi j'appelle autochtones.
À Paris, quand vous y allez, on vous appelle Parisien, mais on demandera, vous êtes d'où? Non, je suis de Marseille. Je suis venu travailler à Paris, ça fait 3 mois. J'y suis, ça fait 3 ans. Je me suis installé. Mais moi, je suis de Marseille. Pourquoi ça ne pose pas de problème? Pourquoi ça poserait? C'est à moi de vous poser cette question. Pourquoi ça ne pose pas de problème? Parce que ceux de Marseille... Pourquoi ça veut poser des problèmes Ceux maintenant? Ceux de Marseille connaissent que quand vous êtes à Paris, n'utilisez pas les latrines comme ça, il faut les utiliser comme ça. Chez nous, à Marseille, nous pissons contre les arbres. Mais à Paris, ça ne se fait pas. C'est ce qui doit se passer en République démocratique du Congo. Quand vous êtes chez les Babemba ou les Balamba, ils ont un certain comportement sur lesquels nous devons respecter. Quand l'État doit prendre des terres par rapport à la loi, mais la loi n'autorise pas à l'État d'arracher les terres des autochtones. La ville de Lubumbashi, je chute par là, oui. La ville de Lubumbashi, madame, est en train de se perdre parce que le chef Kifita a perdu ses terres, le chef Shindaika a perdu ses terres, le chef Kaponda a perdu ses terres, Inakiluba, Kamatete, tous ces gens que je vous cite, Kasangiri, c'est devenu des quartiers. Donc il n'y a même pas une avenue où on donne aux propriétaires de la terre. Il n'y a même pas un monument rappelant que ici où nous nous retrouvons, voici le premier occupant ou habitant. Donc ce sont des choses que nous pouvons régler, que le chef de l'État peut régler en scindant le ministère de l'Intérieur, en détachant le ministère des Affaires coutumières et ce ministère soit géré par un chef coutumier qui connaît les coutumes et les traditions. Parce que les chefs coutumiers se parlent entre eux. Celui du Kasaï, quand il vient au Katanga, il ne peut pas quitter l'hôtel s'il n'a pas contacté le chef de terre que Kaponda, Niko Mwako, Shindaika, Niko Mwako. Et c'est Shindaika ou Kaponda qui va recevoir l'Umpungu du Kasaï. Donc si au moins on nous respecte, les autochtones que nous avons trouvés, nous les originaires et les ressortissants, nous n'aurons pas de problème sur les terres d'Empande, de Shindaika, de Kaponda. Monsieur Thierry Mukele, grand merci à vous, un échange enrichissant sur le plan de la culture et de l'histoire de la République démocratique du Congo. Je rappelle aux téléspectateurs qu'on évoquait la question du fédéralisme en République démocratique du Congo dans les contextes actuels, forces et faiblesses. Voilà que ça nous a ramené justement sur la question de la culture, des origines, des peuples, mais également la question des terres qui méritent en toute franchise d'être débattue avec beaucoup plus de simplicité et d'éclairage pour permettre aux Congolais que nous sommes actuellement de connaître notre histoire et de savoir d'où nous venons. Le Congo, je l'ai dit tantôt, ce n'est pas seulement le Grand Katanga, ce n'est pas seulement le Grand Kasaï, c'est aussi l'espace Grand Équateur, c'est aussi l'espace Grand Congo, donc qui comprend le Congo central et le Bandundu également. C'est ce qui fait la beauté et la grandeur de la République démocratique du Congo. Grand merci à vous, monsieur Mukele, et surtout grand merci à tous les téléspectateurs. On se retrouve très prochainement dans quelques instants.